Et si l'arme de Bruxelles s'était retournée contre ses propres architectes? Pendant 4 ans, Ursula von der Leyen a tout tenté pour isoler Viktor Orban et la Hongrie. Pression financière, blocus énergétique, campagne politique et même offensives informationnelles. L'objectif était clair: étouffer Orban, l'obliger à plier ou à perdre les élections. Mais aujourd'hui, à quelques jours d'un nouveau scrutin hongrois, c'est un constat d'échec pour l'Union européenne. Sur tous les fronts, Bruxelles a échoué à casser la résistance d'Orban. Et ce n'est pas tout, car derrière lui, l'ombre de Poutine n'a jamais été aussi présente et efficace. Ensemble, ils ont déjoué chaque manœuvre, chaque sanction, chaque discours de fermeté. Ce retournement de situation va bien au-delà d'un simple bras de fer politique. Il expose la fragilité de l'unité européenne, la vulnérabilité de notre sécurité énergétique et la remise en cause de la crédibilité même de l'UE. Car pendant que les familles allemandes perdent leur électricité au prix fort, les foyers hongrois bénéficient de tarifs parmi les plus bas d'Europe, grâce à un contrat gazier de 15 ans signé en toute discrétion avec Gazprom, alors que Bruxelles votait la fin du gaz russe. Le paradoxe est là: alors que l'UE pensait fermer le robinet à la Russie, c'est elle qui se retrouve à chercher des solutions de rechange, à inventer des exceptions et à réaliser que ses propres lois ne tiennent pas face à la réalité du terrain. Mais comment en est-on arrivé là? Comment l'arme de la pression européenne s'est-elle transformée en boomerang politique, économique et symbolique? Voyons comment, sur tous les fronts, énergie, finance, politique, la stratégie de Bruxelles a révélé ses failles, et pourquoi ce pari risqué pourrait coûter cher à toute l'Europe. 4 années de siège, et pourtant, la forteresse hongroise tient toujours. Depuis 2020, Ursula von der Leyen s'est lancée dans une véritable croisade pour mettre Viktor Orban et la Hongrie à genoux. Sur le papier, la stratégie est implacable: couper les robinets énergétiques, assécher les financements européens, isoler politiquement Budapest et peser dans l'opinion avec une armée de messages pro-européens. L'objectif officiel? Amener Orban à changer de cap ou, à défaut, à perdre les élections. Mais à 13 jours du scrutin, le résultat est flagrant. La Hongrie résiste et l'Union européenne s'enlise. Au cœur de cette stratégie, la question du gaz russe. L'Europe a voté l'interdiction du gaz venu de Moscou, espérant forcer Orban à se plier. Mais il y a le droit et il y a la réalité des tuyaux. Le gaz russe continue de couler chaque jour en Hongrie, grâce à un contrat solide avec Gazprom. Szijjártó, le ministre hongrois, a dénoncé un diktat contraire aux traités européens, et Budapest a porté l'affaire devant la justice de l'UE. La Hongrie n'est pas seule. La Slovaquie s'oppose aussi et prépare sa riposte juridique. Même la Commission a dû reconnaître que, pour les pays sans accès à la mer, couper immédiatement le gaz russe, c'est impossible sans provoquer la catastrophe énergétique. Ursula propose la diversification et la Hongrie a signé des contrats avec Shell et Chevron. Mais au final, tout ce gaz occidental ne couvre qu'un 1/5 des besoins, contre 80% toujours assurés par la Russie. Et acheter ailleurs coûterait 30 à 40% plus cher, un choc direct pour les ménages et entreprises. Des années à investir du temps, de l'argent et du capital politique dans une impasse. Qu'a-t-on véritablement obtenu? Aujourd'hui, c'est surtout l'inefficacité des outils européens qui saute aux yeux, bien plus que l'isolement d'Orban. Entrons maintenant dans le détail de ce premier front. L'énergie et le gaz russe, le talon d'Achille de l'Union européenne. Le gaz, la vraie monnaie d'échange entre Bruxelles, Budapest et Moscou. Voilà le cœur du problème. Quand l'Union européenne décide de couper le robinet au gaz russe, l'objectif est clair: assécher les finances de Moscou et forcer tous les États membres à jouer collectif. Mais le plan s'effondre sur la réalité hongroise. La Hongrie, grâce à un contrat solide avec Gazprom, continue de s'approvisionner sans difficulté. Mieux, puisque le gaz arrive via le Turkish Stream, une route qui contourne l'Ukraine, Budapest échappe non seulement aux tensions sur le sol ukrainien, mais aussi au risque de coupure. Résultat? Les Hongrois paient leur gaz bien moins cher que la plupart des autres Européens. Paradoxalement, ceux qui jouent à le jeu des sanctions se retrouvent avec des factures explosives, tandis que la Hongrie, elle, verrouille non seulement son approvisionnement, mais aussi sa compétitivité énergétique. C'est là que le masque tombe.
Malgré les déclarations martiales de Bruxelles, l'alternative occidentale, GNL américain, norvégien ou gaz de la Méditerranée, ne couvre que 20% de la demande hongroise. Impossible pour Orban de tourner le dos à Moscou sans risquer une crise majeure à la maison. L'Europe l'a compris et a fini par écrire la règle, tout en inscrivant, noir sur blanc, une exception pour la Hongrie et la Slovaquie. Ironique, c'est au nom de l'unité qu'on officialise les dérogations, révélant l'impuissance réelle de l'UE à imposer ses choix. Et ce sont les consommateurs européens qui en paient le prix, littéralement. Derrière le débat géopolitique, la réalité, c'est celle des familles qui voient exploser leurs factures de chauffage ou des entreprises qui perdent en compétitivité. Les promesses de l'Union européenne se heurtent à la force brute des contrats et à la patience d'un dirigeant qui connaît exactement les failles du système. Mais le front énergétique n'est qu'un début. Voyons comment Orban a retourné le front financier à son avantage. Quand un veto bloque 90 milliards et divise jusqu'aux alliés de Bruxelles. C'est exactement ce qui s'est produit au cœur de la crise. Viktor Orban, fort de sa position, a opposé son veto à l'aide financière de 90 milliards d'euros destinée à l'Ukraine, juste après avoir fait couper la livraison de pétrole. Résultat immédiat, 3 mois se sont écoulés et l'Ukraine n'a toujours pas reçu un seul centime. Mais ce qui frappe, c'est que la ferme résistance d'Orban a fissuré l'unanimité européenne. Même Giorgia Meloni, pourtant considérée comme une alliée de von der Leyen, a publiquement exprimé sa compréhension pour la position hongroise. On ne parle plus d'une simple opposition isolée, mais d'un doute qui s'infiltre jusque dans les rangs des plus proches partenaires de Bruxelles. Dans les couloirs du pouvoir européen, la question n'est plus « comment isoler Orban ?», mais « et si c'était nos propres outils de pression qui étaient défaillants ?» Pendant ce temps, les conséquences concrètes sont palpables. Incertitude sur les marchés, inquiétude croissante sur la stabilité énergétique et multiplication des débats sur l'avenir du projet européen. La défiance monte. Parmi les dirigeants, certains commencent à remettre en cause l'efficacité et même la légitimité des sanctions décidées à Bruxelles. On entend même des voix, comme celle du député allemand Anton Hofreiter, aller jusqu'à suggérer de ne pas reconnaître une éventuelle victoire électorale d'Orban, non pas en cas de fraude, mais simplement parce qu'il gagnerait. Une position qui fait froid dans le dos et révèle à quel point la division s'est installée dans le débat européen. Le risque est clair. L'Union européenne, incapable d'imposer efficacement ses décisions, s'expose à la paralysie et à une contestation grandissante de l'intérieur. L'impuissance menace, tout comme la perte de confiance dans le projet commun. Mais à mesure que l'impasse financière s'aggrave, Bruxelles opte pour une nouvelle tactique, faire monter la pression politique, quitte à recourir à des menaces et des méthodes jamais vues jusqu'ici. Jusqu'où l'UE est-elle prête à aller pour empêcher une victoire démocratique jugée indésirable ? Cette question brûlante s'est imposée à Bruxelles alors que la Hongrie de Viktor Orban défiait, sans vaciller, la pression croissante venue de toute l'Europe, et même d'outre-Atlantique. Menace d'exclusion, activation de la fameuse 7e clause pour suspendre la Hongrie de ses droits de vote, gel de milliards de fonds européens. La panoplie complète de sanctions a été déployée, parfois jusqu'à envisager de ne pas reconnaître les résultats d'une victoire d'Orban, peu importe la légitimité du scrutin. Certains responsables européens en sont venus à préférer ignorer la volonté populaire plutôt que d'accepter un dirigeant qui dérange. Et puis, il y a eu l'affaire explosive du journaliste hongrois accusé d'espionnage pour avoir transmis le numéro d'un ministre à une puissance étrangère. Soudain, la défense de la presse libre a pris une tournure à géométrie variable. Human Rights Watch exige la fermeture immédiate du dossier. La Fédération européenne des journalistes dénonce une « dangereuse escalade ». Mais à Bruxelles, l'indignation est sélective. Pourquoi ? Parce que le ministre visé est du mauvais camp. La défense de la démocratie ne devrait-elle pas être sans condition ni préférence ? La pression ne s'arrête pas là. Washington entre dans la danse avec des sénateurs américains qui déposent le Bloc Putin Act, sanctions financières, restrictions de visas, menaces sur l'aide à l'Ukraine. Orban n'est pas nommé, mais le message est clair. Toute résistance hongroise sera sanctionnée.
Pourtant, malgré cette avalanche de pression, Orbán tient bon. Il ne cède pas même d'un millimètre. Et c'est là que le doute s'installe sur la solidité des institutions européennes. Selon des sources internes, Bruxelles a gelé toutes les procédures juridiques contre la Hongrie, en attendant prudemment le résultat des élections. Les procédures d'infraction? Suspendues. Les enquêtes sur l'espionnage? Au frigo. Un diplomate souffle même, sans détour. La Commission attend avril et surveille les sondages, pas les violations de la loi. Si Orbán perd, tout sera étouffé discrètement. S'il gagne, on ressort les dossiers pour le frapper. Cette gestion opportuniste révèle une politisation inquiétante de la justice européenne. Le droit devient un outil qu'on active ou qu'on range, selon le sens du vent politique. À force de pression, l'UE risque de perdre l'essentiel: l'intégrité de ses institutions, la confiance dans le processus démocratique et l'autorité morale de l'État de droit. La boucle est bouclée. Ces échecs font émerger de nouveaux axes d'influence et révèlent une Europe plus divisée que jamais. Quand la stratégie se résume à espérer la faiblesse de l'autre, c'est la sienne qu'on expose. 4 ans de bras de fer, d'annonces fracassantes, de fonds gelés et de pression sur tous les fronts. Et au final, Viktor Orbán est toujours là. Les contrats de gaz bon marché de la Hongrie tiennent jusqu'en 2036, malgré les sanctions. Les menaces de couper Budapest de l'énergie ou de l'argent européen n'ont pas suffi. Même la fameuse arme nucléaire de l'Union, l'article 7, reste lettre morte, bloquée par l'absence d'unanimité. Et ce n'est pas tout. Alors qu'Ursula von der Leyen rêvait d'isoler Orbán, il s'est retrouvé soutenu par les Le Pen, Salvini, Babis, Meloni. Les voix qui appellent à renouer le dialogue avec Moscou, impensable il y a 1 an, s'expriment désormais lors de conférences de presse officielles. Ce que nous révèle cet échec, ce n'est pas tant la force d'Orbán que la fragilité des outils de l'Union. L'Europe a cru pouvoir imposer sa volonté en misant sur l'épuisement de la Hongrie, sur une fracture qui ne s'est jamais produite. Résultat, les prix de l'énergie explosent pour des millions d'Européens. La confiance dans les institutions européennes s'effrite, le rêve d'une union forte et unie se fissure au contact du réel. Pendant ce temps, à Budapest, le peuple hongrois paie son gaz moins cher que partout ailleurs en Europe, et Orbán ne cède pas un pouce. La vraie leçon, c'est que l'avenir de l'Europe ne dépendra pas de la chute d'un dirigeant, mais de sa capacité à repenser ses propres méthodes, à s'adapter face à une résistance patiente et organisée. Sinon, l'Union risque bien de perdre ce qui fait sa force, son influence, sa cohésion et la confiance de ses citoyens. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce sujet vous interpelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.